suis pas le seul ce soir-là à m'être fait agresser par des policiers, je pense que c'est important à dire. On est au moins 3, on verra si d'autres témoignages, on verra si d'autres témoignages remontent aussi. Ce jeudi 22 septembre au soir, on est au moins 3 à s'être fait agresser par des policiers. D'abord une dame qui se faisait contrôler parce qu'elle n'avait pas de ticket, qui était une dame noire qui s'appelle Marie-Florence G. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à rentrer en contact avec elle, mais qui s'est fait brutaliser. Et les choses commencent comme ça, c'est-à-dire qu'elle criait parce que d'abord les policiers lui ont fait des clés de bras, a priori en lui affirmant que s'il pouvait, il lui casserait les bras, et ensuite en lui mettant les menottes si fortement serrées qu'elle hurlait de douleur. C'est ce qui se passait quand moi je sortais de la gare. Et ensuite, il y a une troisième personne à s'être fait agresser par les policiers qui est la personne qui était, une des personnes qui était en fait attroupée, alertée par les cris de la dame, et qui, quand les policiers ont chargé, ils l'ont ciblé directement parce qu'il était la personne qui les questionnait sur leur pratique et qui leur disait pourquoi est-ce que vous ne desserrez pas les menottes, etc., etc. Donc on est 3, il n'y a pas que moi. Qu'est-ce qui s'est passé en ce qui me concerne? Je sortais de la gare, j'étais avec une collègue, je rentrais chez moi puisque j'habite le quartier de la gare à Saint-Denis. Et quand on sortait, on a entendu tout d'un coup des cris de cette dame. Donc c'est tout récent, c'est il y a 15 jours, comme je disais. Et on a pressé le pas et on s'est rendu compte qu'il y avait donc une dame noire qui se faisait contrôler, qui criait de douleur avec ses menottes. Et il y avait un cordon d'une trentaine de membres de la sûreté SNCF et 4 ou 5 policiers nationaux qui étaient autour d'elle. Donc elle était à l'intérieur d'un dispositif énorme pour une personne qui n'avait pas de ticket. Donc le réflexe que j'ai eu, c'est de commencer à filmer la scène pour essayer de leur imposer un certain cadre. Je le faisais de l'intérieur de la gare, c'est en gros une grille qui est derrière les tourniquets. Donc tout de suite, il y a un policier qui est venu et qui m'a dit on arrête de filmer. Je lui ai dit écoutez, c'est un droit de filmer. D'ailleurs, je pense que c'est effectivement un droit, c'est une circulaire de 2008 et je pense que prenons tous le réflexe de les filmer puisque c'est des gens qui interviennent dans la rue, dans l'espace public, ils doivent être contrôlés. Ils peuvent, on a le droit de les filmer. Et donc moi, je lui dis que j'ai le droit, il me dit oui, vous avez le droit, mais d'abord, vous n'avez pas le droit dans une enceinte SNCF, donc vous sortez d'abord. Donc je suis sorti, j'ai refilmé, puis évidemment, en fait, c'était plutôt un traquenard, puisqu'au bout d'une vingtaine de secondes de film, ils m'ont attrapé à deux, ils m'ont pris mon téléphone et imposé de mettre fin à la vidéo, et ils ont commencé à me tordre les bras dans le dos, et là, ils se sont défoulés en me disant t'as voulu jouer avec la police, maintenant on joue avec toi. Ils m'ont menacé de mort à multiples reprises, de viol. Ils ont trouvé dans mon sac l'adresse où j'habitais, donc ils ont précisé ces menaces en disant tu habites là-bas, donc on viendra chez toi, parce que maintenant il y a le commissaire de Saint-Denis qui dit que ce n'est pas des policiers de Saint-Denis. En tout cas, c'était des gens qui, quand ils voient mon adresse, sont capables d'identifier l'immeuble. C'est déjà une certaine connaissance de la ville. Et ensuite, ils ont trouvé ma carte professionnelle d'enseignant précaire à la Sorbonne et ils ont dit voilà. Donc d'une part, ta titularisation, tu peux te la mettre, je répète leur terme, et d'autre part, on viendra à la Sorbonne, on va vous violer, vous tuer, avec les mêmes mots qu'ils employaient. Ce qui était hallucinant là-dedans, c'est que pour une dame qui n'avait pas de ticket, qui était racisée, ils étaient sur le discours de dire on lutte contre Daesh. Vous voyez comment est-ce que ce discours qui vise à qui transforme en terrorisme toute micro-déviance par rapport à leur ordre social, permet de justifier ensuite des pratiques policières, d'une violence inouïe, de violence énorme contre une dame, tout simplement parce qu'elle n'a pas de ticket et qu'on l'assimile à Daesh. Bon, ce qui s'est passé après ça, parce que ça a duré une quinzaine de minutes, au moment où il y a la charge, il y a donc la troisième victime qui se fait rouer de coups, qui réussit ensuite à partir en courant. Ce soir-là, en fait, j'ai eu le réflexe de rédiger un témoignage de ce qui s'était passé, et ce témoignage, il se trouve qu'il a fait le tour des réseaux sociaux, avant même que j'en prenne conscience le lendemain. Je pense que c'est intéressant cette réception. Bon, faisant le tour des réseaux sociaux, mon témoignage est anonyme, donc je suis sorti de l'anonymat parce que, évidemment, la police qui a aussi une certaine influence commençait à le remettre en question, etc. Je trouve qu'il y a deux choses qu'il faut pointer par rapport à cette médiatisation qui a eu lieu. Donc c'est devenu pour les médias l'affaire Guillaume Badeau, etc., etc. La première chose, et ça il faut le pointer aussi, mais même si c'est la deuxième qui me semble centrale, c'est qu'un témoignage qui racontait comment des policiers menaçaient de mort, de viol, de venir au domicile, de venir à la Sorbonne et d'exterminer les collègues, etc. Ce témoignage-là a été reçu à une échelle de masse
comme quelque chose qui spontanément, les gens s'y reconnaissaient. Et ça témoigne d'un climat dans lequel on évolue. On a tous vu les images, non seulement de l'assassinat d'Adama Traoré cet été, mais ensuite de la répression qui a suivi la réaction de mobilisation, de protestation à la suite de cet assassinat, qui est un de plus de morts dans les mains de la police, toujours avec les mêmes contrôles, les mêmes techniques de contrôle d'identité, etc. Et on a vu les images aussi au printemps de répression des mobilisations contre la loi travail. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a une certaine habitude et indignation plus habituelle maintenant vis-à-vis des violences policières. Ça, c'est l'aspect positif. L'autre élément dont ça témoigne cette médiatisation, c'est évidemment que comment dire, il y a un élément d'exceptionnalité dans ce qui s'est passé ce jeudi 22 au soir, parce qu'en fait c'est une histoire banale. C'est une histoire banale, c'est une histoire de violence policière comme à Saint-Denis, c'est banal. Tous les jours, ils sont dans le contrôle aux faciès et le contrôle au ticket qui sert à la répression, et il y a des violences en permanence. Quiconque habite ici le sait, c'est pas que la ville de Saint-Denis par ailleurs, c'est des violences structurelles qui visent des populations racisées. Tout à l'heure, il y avait un débat racisme d'État ou pas. C'est sûr que le texte de la loi de la République, il n'est pas un texte qui dit il faut cibler les personnes racisées, mais peut-être il faut parler des pratiques et de ces millions, parce que c'est le vrai chiffre, de contrôle aux faciès qui se déroulent chaque année. Parce que sinon, on vit dans une tour d'ivoire qui est un petit peu étrange. Mais donc en tout cas, ça c'est la banalité. Par contre, l'élément exceptionnel, c'est que ce coup-là, ça a ciblé quelqu'un qui est un enseignant blanc de la Sorbonne. Et je pense que ça, il faut le pointer. Parce que tout d'un coup, ça se retrouve à être médiatisé, aussi parce qu'il y a ce petit élément d'exceptionnalité, et je crois que du coup, la responsabilité que ça impose, c'est de dire, dans ces cas-là, si vous voulez parler de ce qui est arrivé, on parle de toutes les violences policières, et on parle des violences policières structurelles qui touchent les personnes racisées, sinon, on commence à parler de quelque chose qui est extrêmement déformé par rapport à la réalité. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et il se trouve que, parce que ce témoignage, ce qui m'est arrivé, vous me dites s'il faut arrêter, etc. Ok. Si ce truc ça a été visibilisé dans les médias, ce que ça a généré, et qui me semble intéressant, c'est que tout d'un coup, je me suis retrouvé à être un récepteur d'autres témoignages. Non seulement de ce qui s'est passé ce soir-là, mais bien au-delà. J'ai reçu des affaires qui, sur ma boîte mail, j'avais créé une boîte mail, qui date des années 90, ou qui date d'il y a quelques années. Tout un tas de choses sont en train de sortir. Ce qui montre qu'il y a une boîte de Pandore, et c'est comme ça que ça tient les violences policières. Et ça, bon, je sais que j'invente pas l'eau chaude en disant ça, il y a une omerta. Et si on se retrouvait tout d'un coup dans la possibilité de faire émerger toutes ces expériences vécues de violences policières, on voit bien qu'on mettrait dans l'espace public quelque chose qui pose un grave problème, parce que précisément ça détruit la tour d'ivoire juridique de dire mais regardez la loi elle n'est pas discriminante, non, parce qu'on parle de la vie réelle. Tout à l'heure il y avait un intervenant qui disait ça et ça me semble important. On parle de la vie réelle, il faut faire émerger cette vie réelle là. L'autre élément qui me semble un petit peu important, c'est que puisque cette histoire elle se situe au croisement, moi je suis militant d'extrême gauche, en même temps je suis habitant de Saint-Denis, cette histoire elle est une histoire banale de violence policière à Saint-Denis, il y a des croisements qui mettent en question comment est-ce qu'on peut, tout en comprenant les situations différentes, commencer à construire un front entre différents secteurs qui sont opposés, ciblés par la répression et les violences policières. Parce que je disais ça dans un meeting qui s'est tenu jeudi soir à Paris 1, en partie seulement en réaction à ce qui s'est passé, mais c'était un meeting qui était prévu avant et qui allait bien au-delà aussi. Je disais, la particularité, c'est que depuis 1 an et demi, on est dans l'état d'urgence à l'échelle de tout le territoire. Mais traditionnellement, dans la pratique de l'état d'urgence qu'a la classe politique dominante en France, c'était la répression de la révolution algérienne, et ensuite ça avait été les banlieues en 2005. Donc la particularité, c'est que ça a été étendu. Et quelquefois, il y a cette extension, elle nous met face à la possibilité, c'est bien sûr que dans la lutte contre cette extension-là, peut-être qu'il y a plus de possibilités qu'avant de montrer les points communs qu'il y a et les intérêts communs qu'il y a à lutter contre les violences policières et contre la répression. C'est-à-dire qu'il y a un monde, notamment un monde militant, un monde syndical, qui est aussi réprimé, qu'il est de plus en plus avec une accélération avec l'état d'urgence, et qui peut du coup se retrouver à commencer à faire front avec des secteurs de la population opprimés, racisés, qui sont structurellement victimes et ciblés par ces violences-là, et ça ouvre peut-être une possibilité dans la construction d'une résistance. Moi j'étais assez touché, donc Assa Traoré était présente d'ailleurs à ce meeting
jeudi soir, c'était une tribune où il y avait aussi bien des syndicalistes, il y avait Romain Altman de la CGT Infocop, Michael Ouamin devait se déplacer mais il avait envoyé un message, et il y avait Amal Bentounsi, dont le frère a été donc abattu par la police d'une balle dans le dos, et il y avait Assa Traoré, sur Badama, et il y avait Siam Asbag, et aussi un représentant d'un collectif, un étudiant, autour du cas d'un étudiant qui est en centre de rétention administrative et qui pourrait être renvoyé vers la Guinée dans les jours qui viennent. Et la tribune, en tant que telle, témoignait de cette possibilité peut-être de commencer à lutter en commun contre des problèmes qui partent et qui partent de positions qui sont différenciées, mais qui en réalité posent le problème en général des violences policières, de l'état d'urgence et de la défense des libertés démocratiques. J'arrête là parce que je crois que c'est de ça dont témoigne mon histoire et peut-être les possibilités que, comme d'autres témoignages, en fait, elle ouvre dans la situation dans laquelle on est.